tout bien écrit comme il faut et que je vais relativement laisser tomber parce que depuis ce matin, il s'est dit beaucoup de choses qui ont traversé les différentes interventions et j'ai pas envie de rabâcher la même chose. Donc là, je suis presque sans parachute. Alors d'abord, peut-être je suis en parachute solitaire. D'abord, je voulais compléter ma présentation, mais sous l'angle politique. D'abord, j'étais féministe après la période de mai 68. Et je suis restée sur le fond féministe, mais du temps où le féminisme, ça voulait dire universalisme et ça voulait dire automatiquement laïcité. Le féminisme combattait l'emprise de la religion, quelle qu'elle soit, sur les femmes, sur le corps des femmes bien entendu, mais aussi sur l'injonction donnée par les églises de différents types sur le rôle de la procréation, évidemment, devenir mère étant épouser mère, étant l'avenir de l'homme en permanence. Qu'on en juge dans les années 50, même dans les début des années 60, à l'école primaire, il y avait les filles qui n'allaient pas au lycée, parce que le lycée commençait en 6e, il y avait très peu, notamment dans les banlieues populaires, il y avait très peu de filles qui allaient vers le lycée. Elles allaient aux cours complémentaires qui se situaient à l'intérieur de l'école primaire pour passer notamment un certificat d'études qui était et puis aller vers le boulot ensuite. Mais nous avions quand même le droit, même avant, à passer une demi-journée par semaine à apprendre à coudre et à tricoter, et pas n'importe quoi, à coudre les vêtements de notre futur enfant, où on apprenait à couper les machins, bon, moi j'étais nue, donc ça tombe bien, mais on y passait quand même 4 heures par semaine à faire ça sur le temps scolaire. Et il y a eu l'enseignement ménager, et il y avait le bréviaire de la future bonne épouse. Tout ça, ça nous fait vraiment rigoler. Moi, quand je regarde ça maintenant, je me dis c'est pas possible. Mais si, c'était possible, et il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et on était à cette époque-là, pourtant sous le régime de la loi de 1905, et on était aussi sous le régime d'une société conservatrice, et quand je dis conservatrice, ça ne concernait pas seulement les forces politiques qui étaient en place, puisque de toute façon, qu'elles étaient de droite ou de gauche, elles étaient conservatrices en ce qui concerne le droit des femmes et le rôle des femmes, et elles le sont restées extrêmement longtemps. Toujours est-il que le combat féministe, c'était le combat pour l'égalité. Et c'était le combat, évidemment, dans un cadre laïque qui permettait quoi? L'émancipation. Là, on a 3 mots qui se raccordaient, 3 notions, et qui se raccordaient très bien ensemble pour un combat. Le féminisme nouveau, le néo-féminisme, on dit aujourd'hui, est à l'opposé absolu de cela. On n'a pas le temps aussi, vous voulez qu'on en parle plus tard, on en parlera, mais absolument à l'opposé, puisque c'est un féminisme différentialiste et non pas universaliste. Question théorique qui était déjà posée dans les années 70. Je pointe ça pour une raison simple. C'est que ce matin, on a parlé de la pratique et de la praxis. La théorie et la pratique, la praxis, etc. Du combat, de l'engagement dans un combat politique, vous le savez tous, dans un combat syndical, dans un combat associatif même, eh bien, on arrive d'une certaine manière, on s'engage là-dedans, et puis quand on en ressort, on n'est pas exactement le même ou la même. Et de ce que nous avons fait, nous tirons les leçons, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons vécu. Vous êtes nombreux ici à avoir été à France Insoumise, si j'ai bien compris, et à en être sortis. Eh bien, vous n'êtes pas les mêmes aujourd'hui,
qu'en 2017, où vous nous rabâchiez que Mélenchon était l'homme de la situation et que la France insoumise allait être l'alpha et l'oméga de la révolution immédiatement, et de l'émancipation du peuple, et vous n'étiez pas les mêmes qu'avant, vous étiez pas engagés dans un combat politique. Et bien de cela, vous sortez différents, hein, je fais le lien avec l'individu, mais aussi le groupe, vous sortez différents, vous sortez enrichis d'une pratique, et vous enrichissez votre appétit de théorie. C'est-à-dire, vous allez vous nourrir de livres, de réflexions, vous allez participer, etc. Il y a donc un aller et retour absolument, pour moi, qui est indivisible, qu'on ne peut pas séparer. Ensuite, j'étais féministe, j'étais aussi à la Fédération des parents d'élèves. Oh, toutes les femmes étaient, qui ont eu des mots, mais elles sont à la Fédération des parents d'élèves. Alors après, les hommes aussi. maintenant, on va discuter, j'ai encore les chiffres en tête, y compris de ta génération. En général, les hommes, on les retrouve au lycée. Au collège, ils commencent à faire leurs premières armes, et au lycée, là, c'est des mecs, c'est du solo. Par contre, les petits, les baveux, les machins, là, tous les petits machins qui sont chiants, qui comprennent rien, que machin, c'est pas grave, et ben c'est pour les mères. Bon. C'est vrai, mais c'est vrai, même en chiffres aujourd'hui, c'est encore vrai. Il y a quelques exceptions, on va dire. Et d'ailleurs, les exceptions, ils deviennent souvent rapidement présidents de la fédération de parents. C'est vrai, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Le combat n'est pas terminé. Et qu'est-ce que j'ai vu? Alors ça, c'était dans les années, on va dire, à 90. Eh bien, j'ai vu tout à fait la montée de ce qu'on appelle, alors ce qu'on a appelé après la gauche identitaire, ou ce qu'on a appelé le communautarisme, ou la montée du voile, par exemple, du port du voile par des jeunes générations dont les parents, les mères ne portaient pas le voile, etc. Et tout ça, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, il faut arrêter de se dire « Aïe, 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 mes amis, c'est terrible, il y a du nouveau, c'est le bordel, la laïcité est mise en péril. » Ça fait 40 ans, ça dure. Allez, 30 si je suis en plein optimisme. Sauf que qu'est-ce que vous avez fait globalement? Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce... Je veux bien me mettre dedans. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces années-là pour reprendre le combat laïque? On n'a rien fait. Globalement, quand je dis le on, c'est de manière générale. On n'a rien fait parce que c'était considéré comme un conquis. Il y avait des associations, des spécialistes de la laïcité, des gens qui ont toujours développé des débats, des actions, etc. Mais là, je vais au-delà. Ce qui était la gauche, qui portait en elle, normalement, initialement, l'universalisme, l'égalité, la laïcité, n'a rien fait. Et les syndicats ont fait de moins en moins, d'ailleurs à tel point qu'aujourd'hui, ils font le contraire et ils trouvent qu'organiser des réunions que entre les Noirs ou que entre je ne sais pas qui, c'est normal. Bon. On n'a rien fait et tout ça est monté tranquillement, presque d'une manière invisible. Pourquoi c'est monté d'une manière invisible? Parce que c'est d'abord monter des quartiers populaires, c'est monter des banlieues, c'est monter des lieux où justement il y avait l'archipélisation de la société qui commençait, mais qui était invisible. Parallèlement, montait quoi? Eh bien, les centres-villes gentrifiés avec l'installation d'une bourgeoisie, d'une petite bourgeoisie nouvelle, à l'allure nouvelle, qu'on peut appeler ou nommer la boboisation, et qui a en fait est sortie de Paris pour s'acheter des super lofts à 3,50 balles grâce à la désindustrialisation des banlieues, ne l'oublions pas, et s'est installée. Et quand elle s'est installée là, d'abord elle a changé le paysage, elle a squatté les centres-villes, mais surtout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était contente de la mixité sociale. On peut prendre l'exemple de Montreuil, je le connais par cœur, 30 ans, machin, tout ce que vous voulez, rue par rue si vous voulez, commence à monter
C'est intéressant, pourquoi? Parce que au fur et à mesure, cette gentrification a occupé un terrain laissé vide sur le plan de l'emploi, hein, évidemment, puisqu'il y avait la fermeture de toute une série de petites entreprises, d'artisans, même de commerce, etc. Et donc, la boboisation est venue profiter de cette situation à des prix extrêmement alléchants pour aujourd'hui se créer un capital immobilier qui vaut, par exemple, à Montreuil, dans le Val de Montreuil, une fortune sur laquelle elle génère du profit. Elle est venue au nom de la mixité sociale en trouvant que c'était sympathique le marché du vendredi avec ces dames en boubou qui venaient l'après-midi et puis quelques femmes qui n'étaient pas trop voilées au départ. Surtout dans le Val de Montreuil, il y en a un peu, mais voilà. Mais les questions sérieuses se sont posées. Mon enfant, la chair de ma chair, le sang de mon sang, vais-je l'envoyer à l'école du coin avec tous ces gens, toutes ces nationalités bizarres, et tous ces gens qui ne parlent même pas correctement la langue française? Tout ça est vrai. Ce n'est pas une folie, ce n'est pas une vision fantasmée, c'est la réalité. Et là, l'échappement scolaire s'est organisé. C'est-à-dire que cette... Bon, alors, passons. C'est en lien quand même. Ces centres-villes squattés par la nouvelle bourgeoisie ont été des lieux de grande, j'allais dire, compréhension et condescendance à l'égard du communautarisme religieux. Pourquoi? Parce que la petite bourgeoisie gentrifiée vit dans l'entre-soi et que tout va bien quand on est dans son entre-soi, bobolisé du centre-ville, et que l'on comprend extrêmement bien que l'on soit bien dans l'entre-soi des musulmans, des Portugais, des Italiens, des machins, etc. On est dans l'entre-soi. Et évidemment, des Noirs, les pauvres, avec tout ce qu'on leur a fait avec la colonisation, comme si tous les Français avaient été responsables de la colonisation, hein, comme si l'enfant blanc qui naît aujourd'hui a été responsable de la colonisation, comme si la lutte des classes n'avait pas existé, comme s'il n'y avait pas des gens qui s'étaient à l'intérieur même du territoire national prononcés contre la colonisation, ou certains qui avaient transporté des valises pendant la guerre d'Algérie au prix de leur liberté et quelquefois de leur vie, pour soutenir le mouvement indépendant de l'indépendance algérienne, etc. Donc, cet entre-soi est exactement la situation dans laquelle le néolibéralisme aime à nous placer. Puisque le néolibéralisme a créé deux catégories, en gros, certains, ceux qui profitent directement, les 1% dont on parlait ce matin, et puis un petit pourcentage, 7-8%, qui récoltent les miasmes directement de la mondialisation néolibérale, qui pensent qu'ils font partie de ceux qui sont cadres sup, qui gagnent bien leur vie jusqu'au jour où ils sont zigouillés par les actionnaires, mais ça, ils pensent que ça n'arrivera jamais, et qui sont les fameux gentrifiés, qu'on retrouve dans tous les centres-villes. Donc tout est lié, c'est-à-dire que la ghettoisation spatiale, on va dire, n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit d'une décision. De créer de l'entre-soi, c'est le fruit d'une décision, d'une stratégie. De la même manière que la construction européenne, j'y viendrai juste après, est le fruit d'une décision comme politique et idéologique, comme la création du chômage à partir des milieu des années 70 et surtout 80, d'appuyer sur le bouton chômage plutôt que celui de l'inflation, est une décision de la Banque de France prise par le gouvernement de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement de qui? De la gauche.
c'est-à-dire de M. Mitterrand, et de tous ceux qui étaient dans cette gauche. Et je ne suis pas dans une espèce de folie machin, il suffit de lire. Lisez, vous verrez. Si vous ne croyez pas ce que je raconte, lisez, vous verrez. Donc, continuons. On est donc dans un contexte de mondialisation néolibérale qui fait que la laïcité, c'est vraiment une poussière. Pourquoi? Parce que la laïcité, à la française, c'est comme ça qu'ils disent, hein. Vous vous souvenez peut-être que dans l'Union européenne, à un moment donné, il y a eu des tas de directives et des recommandations pour privatiser un certain nombre de secteurs publics. Alors, on peut penser à la Poste, on peut penser à France Télécom, puis actuellement, on pourrait penser à EDF, mais qui a déjà en partie été trafiqué, parce que c'était une spécificité française. Et que donc, comment on peut construire une Union européenne à partir des spécificités françaises? L'Union européenne ne s'embête jamais avec des scories, avec des petits trucs minoritaires. Elle décide donc que, puisque il y a des spécificités comme ça, sur les services publics notamment, le mot service public ne sert plus à rien. Il faut surtout s'en débarrasser. Et l'Union européenne ne parle pas de service public. Regardez dans les textes, elle parle, depuis la directive de 2011, elle parle des services d'intérêt général, ou des services sociaux d'intérêt général, ou des services économiques d'intérêt général, etc. Oh, ça a l'air de rien. On ne parle plus des maisons, on parle actuellement en France de maisons de services publics. Les maisons de services publics, ce ne sont pas des services publics. Ce sont des maisons dans lesquelles un espace où on va réunir un mec qui s'occupe des impôts, un mec qui s'occupe de l'état civil, un mec qui s'occupe de je sais pas quoi, de l'aide sociale à l'enfance, n'importe quoi, mais ça existe, mais qui pourront être aussi avec des services privés pour mieux répondre aux attentes de la population. Au public. Merci. Qui en a causé? La gauche a dénoncé. La gauche a-t-elle dénoncé ça? J'écoute. Les syndicalistes ont-ils dénoncé ça? Niet, zéro, pot de balle. On a été tout seul à dire. Tout seul et à être montré du doigt parce qu'on a dénoncé ça. Il y avait quelques spécialistes qui ont parlé, même le mouvement mutualiste s'est écrasé alors que cette directive le clouait au pilori et d'ailleurs ils sont à moitié morts et ceux qui ne sont pas morts ils sont vendus à l'ennemi. Donc quand on parle de la laïcité, il faut le prendre dans tout ce contexte-là, c'est-à-dire dans le contexte économique, évidemment, dans le contexte idéologique, le néolibéralisme, la mondialisation, la concurrence de tous contre tous, libre et non faussé, soi-disant, l'obsession de la réduction de la dépense publique, la mainmise de l'État par l'oligarchie, les néolibéraux, qui n'ont pas fait disparaître l'État, mais qui ont capté l'État, qui sont entrés à l'intérieur et qui ont orienté l'État au service de l'intérêt, des intérêts de la finance et des multinationales. Et on n'a qu'à voir combien c'est une logique qui a fonctionné. Ça, il faut que je prenne mon papier parce que là, il ne faut pas éviter de... Alors, l'État est devenu la cible, a été depuis toujours la cible des néolibéraux. Je vous invite à lire les nombreux articles que nous avons rédigés là-dessus sur le site du Pardem, et notamment tout l'historique du mouvement néolibéral depuis la création de l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui, les différentes phases. Mais moi, je voudrais revenir sur une chose. L'État n'a pas disparu, il a été détourné par le néolibéralisme, qui utilise
l'État, c'est-à-dire la loi, pour aller modifier un certain nombre de lois, pour réorganiser, remodeler tranquillement, pas à pas, comme le fait l'Union européenne. On a notre temps, ils ont leur temps. Depuis 57, ils ont pris leur temps. Ils n'ont pas encore fini le boulot, ils vont bientôt le finir parce que nous sommes muets, parce que vous êtes muets sur cette question. À gauche. À droite aussi, mais à droite ça va de soi. Ça va de soi puisque le projet est le même. Moi je prends pour preuve, parmi 100, dans les dernières années, la succession des réformes territoriales dites de décentralisation qui ont été menées par les gouvernements successifs de Sarkozy, Hollande, Macron, et ça continue. Création des métropoles avec la loi NOTRe. Réduction du nombre de régions. On est passé de 22 à 13 parce que, paraît-il, il fallait supprimer le millefeuille administratif. Redéfinition des compétences des départements et des communes, avec l'inscription dans la loi NOTRe initialement de la disparition des départements en 2020. La loi 4D, qui est en examen, qui va bientôt passer aux voix, n'est-ce pas, du Parlement, qui organise des lois à la carte. Il faut comprendre que le pire de la loi 4D, c'est quoi? C'est qu'il y a une loi nationale et que la loi 4D va donner l'autorisation à des structures territoriales de pouvoir interpréter et amender et mettre en œuvre d'une manière spécifique en fonction du particularisme, des particularités de ce territoire. Elle pourra le faire plus, elle pourra le faire moins, elle pourra le faire autrement. Et elle aura le droit à l'expérimentation. Et cette expérimentation, elle n'aura pas le droit, comme ça, pour une période expérimentale où on dit, ben, on fait ça pendant, je sais pas, 3 ans, c'est officiel, donc avec l'accord de la population dans telle commune, dans tel département, dans telle région. Non, non, non. Là, c'est chacun pour soi. On en revient à cette histoire d'individu. Et en fait, on a le même fonctionnement à travers les décisions qui sont prises sur la pseudo-décentralisation. Et donc, nous allons nous retrouver dans une situation où on passera d'une région ou d'un département à l'autre, où la loi sera déjà différenciée. Parce que le but du but, c'est quand même d'éclater tout ça, d'éclater la nation, hein, et de faire en sorte que la France ressemble à la grande Allemagne, si je peux me permettre cette horrible expression. L'éclatement de la nation en territoire, en eurométropole, parce que les grandes régions, ça a créé surtout des eurométropoles. Hein. C'est le modèle. C'est le modèle allemand des Länder. Mais il y a mieux. Il y a mieux que vous le savez peut-être ou que vous ne savez pas, parce que c'est compliqué de tout savoir là-dedans. La création du Comité européen des régions, par exemple, qui a été instauré par le traité de Maastricht, 1992, a été un jalon administratif actant la volonté d'une communication directe entre le niveau supranational, c'est-à-dire l'Union européenne, et le niveau régional. C'est marqué, c'est dans les textes, mes amis, c'est dans les textes, 1992. Et d'ailleurs, ce comité doit être impérativement consulté dès qu'une décision du Conseil de l'Union européenne ou de la Commission européenne touche les collectivités territoriales. C'est-à-dire que ce comité européen des régions, qui ne résulte pas d'un vote démocratique des citoyens, je vous passe sur les modalités qui sont à la sauce européenne, hein, où personne n'est clairement élu, mais désigné, notamment dans le comité européen des régions, eh bien, en fait, il donne son aval à toute une série de directives et de décisions de la Commission européenne, avalisées bien entendu derrière le Parlement fantoche de l'Union européenne, dont je rappelle qu'il n'a pas la liberté de son ordre du jour, et qu'il ne peut amender aucun texte. Vous savez qu'un Parlement qui n'amende aucun texte, c'est quand même un théâtre de guignol. J'espère que vous allez voter très nombreux
aux élections européennes en étant persuadé que vous allez envoyer des mecs qui vont casser la baraque. Et ceux qui sont en train de casser la baraque là actuellement, c'est les organisations d'extrême droite, puisqu'il y a 15 partis d'extrême droite présents au Parlement européen qui ont décidé de se réunir pour aller former un groupe et aller donner des coups de pouvoir. Bon, ça ne servira à rien, ça les occupera, mais toujours est-il que eux, ils vont faire quelque chose de leur entrer là-dedans. Je ne partage pas leurs idées, je le dis tout de suite. Les régions de l'Union européenne cherchent à dépasser l'intermédiaire étatique pour plaider directement à Bruxelles, et les régions transfrontalières tendent d'ailleurs à se regrouper grâce à la création d'eurorégions qui existent depuis longtemps, région de l'arc atlantique, Catalogne française et espagnole, région de l'axe central de l'Union européenne, etc. Mais là, il n'y a pas longtemps, vient de sortir un ovni institutionnel, la fameuse collectivité européenne d'Alsace. Qui a été prévenu, informé, ou y a-t-il eu des débats nationaux, et locaux, sur la création de cet ovni incroyable qui est une collectivité européenne d'Alsace. C'est-à-dire qu'elle prend, je vous invite, pas le temps, à lire quelles sont les compétences, quelles sont les modalités d'élection pour cette collectivité européenne. Et ces compétences sont extrêmement gravissimes parce qu'elles sont transfrontalières, elles portent sur les routes nationales aussi, elles portent sur toute la mobilité, les transports, elles portent sur la santé, l'organisation de la santé, alors qu'on sait bien que d'un côté et de l'autre de la frontière, on n'a pas le même système de protection sociale, par exemple. Et la ministre qui est en charge de ce dossier a déjà déclaré, et ça fonctionne, que d'autres régions sont extrêmement intéressées par la collectivité européenne d'Alsace. D'ailleurs, cette création a pour avenir de devenir la norme. J'ai fini. J'ai pas l'heure, donc si tu me dis rien, tu ne dois pas. Merci, tu viens de me dire. Donc, ne me dispute pas. Alors, la gauche. J'ai fini. 2 minutes. La gauche, d'abord, c'est quoi? Question. Eh ouais, on parle de la gauche, de la droite. C'est quoi la gauche? Bon, j'ai pas le temps de vous en parler. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que la gauche, ça ne défend plus les classes dominées. Ça n'est plus du côté des classes dominées. La gauche, elle s'est rendue au néolibéralisme. La gauche est intégralement européiste. La gauche ne veut pas sortir de l'Union européenne. LFI a fait un numéro de plaquette, plan A, plan B, en éliminant tout de suite le plan B après avoir prononcé le gros mot méchant. Tout le monde est pour rester dans l'Union européenne parce qu'il y a une espèce de confusion entre l'Union européenne et internationalisme, alors qu'en réalité, l'Union européenne est par nature et par création la volonté des États-Unis de créer un barrage à l'Union soviétique, mais pas seulement. La gauche, au pouvoir, a mené exactement les mêmes politiques que la droite, en matière de droit du travail, en matière de chômage, en matière de privatisation. Jospin était le plus grand privatisateur que la Terre a porté dans les années 2000, et bref, en matière d'inégalité, en matière de gel du point d'indice des fonctionnaires, enfin bref, pas le temps de tout dire parce que je suis en retard. Et puis la gauche, elle est anti-nationale, elle est contre la nation, elle pense que le mal réside dans la nation et que finalement le nationalisme, la nation est égale au nationalisme. Elle a livré ainsi la nation, le drapeau et la conscience d'une collectivité qui est celle de la nation, les Français habitant sur un territoire et faisant peuple ensemble, eh bien, elle les a démunis de tout. Elle les a méprisés en tant que classe populaire, en tant qu'ouvriers qui ne servaient plus à rien, la fin du travail, souvenez-vous, il y a la fin de l'histoire, il y a aussi la fin du travail, et elle les a abandonnés à leur sort individuel. Et on rebondit sur ce que disait Patrice tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun doit se démerder aujourd'hui avec ce qu'il est et ce qu'il est,
ben, il n'a plus de famille politique, il n'a plus de repères syndical. Ils sont tous adhérents à la Confédération européenne des syndicats d'ailleurs, où ils touchent pas mal de pognon pour y être. Il y a quoi? Ben, il y a le même que moi. Il y a le noir, il y a l'homosexuel, il y a le portugais. J'ai rien contre le portugais. Excusez-moi, parce que 2 fois il dit portugais, je fais autre chose. Il y a les femmes inter-LGBTX plus Z. J'arrive même plus à le dire. Parce que ça s'enrichit tous les jours. Ça s'enrichit tous les jours. Il y a le cul, oui, j'ai oublié le cul. Et donc, comment la gauche, elle a pu tomber là-dedans? Et comment elle a pu abandonner la laïcité? Eh bien, elle a abandonné la laïcité parce que la laïcité, c'est une histoire de quoi? C'est une histoire politique, c'est une histoire d'émancipation, c'est une histoire d'égalité et c'est une histoire de nation, de faire peuple ensemble. Et on fait peuple dans une nation. Si on ne fait pas peuple dans une nation, on fait peuple à travers l'ethnie. Et c'est exactement ce à quoi la gauche, historiquement, a voulu notamment échapper. Et donc la gauche ayant tout lâché de ce qui était son histoire et des attentes des classes populaires et des militants des classes populaires, eh bien, elle a abandonné la laïcité en chemin. Elle s'en est même pas rendue compte. C'est tombé de son sac, qui était déjà assez léger. Il restait plus grand-chose. C'est tombé de son sac, elle s'en est même pas rendue compte. Et puis, à un moment donné, il y a des gens qui ont ramassé le machin. Ben, c'est nous, aujourd'hui, on ramasse le machin. Mais moi, je le fais pas au nom de la gauche. Je le fais au nom des besoins impérieux de la République, c'est sûr, du peuple, c'est sûr, et en particulier des classes populaires et des classes dominées dans leur ensemble.